Pour les créateurs de contenu, je vois pas ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle que ce Fujifilm X-S20. Le boîtier pourrait encore être mieux, et d'ailleurs, je vais te l'expliquer durant cette vidéo, mais ça n'enlève rien en fait que je vois pas ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle. Il y a par contre une grosse erreur de la part de Fujifilm, mais ça je t'en parlerai en tout dernier. Le X-S20, ça fait un peu plus de 3 semaines que je le teste, et je l'ai même emmené avec moi en Écosse. Et pour les adeptes de la théorie du complot, non, le voyage n'était pas offert par Fujifilm, Fujifilm ne sponsorise pas cette vidéo, et mon voyage en Écosse était à titre privé. Si je dois te résumer ce X-S20, c'est très simple. C'est littéralement un moteur de Ferrari dans une Twingo. C'est un Baby XH2S en fait. D'un point de vue spécification technique, tu retrouves des possibilités d'enregistrement en 4K jusqu'en 60 images secondes, de la Full HD jusqu'en 240 images secondes, ainsi qu'un mode OpenGate en 6,2K jusqu'à 30 images secondes. Le tout en 10 bits 422. Il y a aussi des possibilités d'enregistrement externe en RAW avec le ProRes RAW ainsi que le Blackmagic RAW. Tu as accès à la deuxième génération du log Fujifilm avec le F-Log 2 ainsi qu'une série d'autres spécifications comme un autofocus hybride mélangeant les performances du XH2S et du X-T5. Un mode webcam, plus de limites d'enregistrement, bref c'est juste dingue ce que Fujifilm a mis sous le capot de ce X-S20. Pour la partie autofocus, tu retrouves un système hybride qui va mixer les performances du XH2S avec celui du X-T5. En fait, tu vas avoir les mêmes performances de reconnaissance de sujet que le XH2S avec la reconnaissance d'animaux, d'oiseaux, automobiles, motos, avions et trains. Le X-S20 va reconnaître ces sujets aussi vite que le XH2S, mais par contre, pour le suivi, il sera dans l'efficacité du X-T5. En gros, ça veut dire que c'est très bon, mais c'est pas aussi infaillible que le XH2S. Tu as aussi un nouveau mode qui est défini comme produit prioritaire. Pour ça, le X-S20 va supprimer la détection des yeux, ce que je trouve d'ailleurs un peu dommage, et il va essayer d'analyser la scène pour faire le point sur le produit que tu viens à placer devant l'objectif. Exactement ce que vient à faire un créateur de contenu lorsqu'il veut présenter quelque chose face caméra. Ce qui est bien, c'est que c'est très simple à mettre en place, tu as un mode qui est prévu pour ça et au final ça fonctionne assez bien. Dès que tu places ta roue crantée sur le mode vlog, tu vas avoir accès au menu rapide vlog avec cette fonction de produit prioritaire. Comme le boîtier s'annonce comme étant pour les créateurs de contenu et donc par défaut des personnes n'ayant pas forcément des connaissances en photo et vidéo, j'ai voulu tester l'ajustement sur l'exposition automatique. Et pour ça j'ai fait quelques tests en baladant le boîtier sur plusieurs endroits d'une scène présentant différents niveaux d'exposition pour en voir le résultat. Ça fonctionne très bien et je pense que ça va faciliter le boulot pour ces créateurs de contenu. Tu as aussi un mode qui est de nouveau pensé pour eux avec une vulgarisation de l'ouverture de l'objectif. Ça s'appelle le mode de floutage de l'arrière-plan. Dès que tu l'actionnes, le X-S20 va sélectionner la plus grande ouverture de l'objectif présent sur le boîtier en adaptant le reste comme la vitesse d'obturation ainsi que la montée en ISO. Dans l'absolu, c'est pas top pour la notion de flou de mouvement, mais pour la majorité de l'univers des créateurs de contenu ainsi que pour une face caméra, c'est pas trop grave. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la simplicité d'utilisation pour les personnes qui à la base utilisent leur smartphone. Est-ce que c'est simple à comprendre? Est-ce que c'est simple à utiliser? Dans les deux cas, c'est oui, et je suis content de voir que les constructeurs commencent enfin à comprendre ce qu'il faut mettre en place pour faire la transition du smartphone à un boîtier hybride. Pour l'explication technique, je me suis positionné légèrement de 3/4 par rapport au soleil, histoire d'avoir justement une petite difficulté sur le niveau d'exposition par rapport à mon visage, parce que là je suis en mode vlog, donc en mode 100% automatique. Tu peux voir qu'il y a quand même un filtre ND qui est dessus, mais il est au niveau 1, la plus basse intensité. Et donc maintenant je vais aller dans le mode vlog, donc je regarde pour qu'on ait justement le mode qui soit présent, voilà, j'appuie dessus, désolé pour le coq. Et donc ce que je vais faire ici, c'est activer deux choses. La première, ça va être le mode priorité de floutage sur l'arrière-plan, donc il va bloquer en fait la plus grande ouverture de l'objectif, c'est-à-dire 2.8, et ici je vais faire le mode produit prioritaire. Donc je vais faire un test où je vais mettre à chaque fois mon smartphone devant et on va voir exactement comment celui-ci justement va faire le transfert de points entre mon visage et le smartphone. Voilà, et donc comme tu peux voir, ici l'ouverture de l'objectif est bloquée à 2.8. Tu peux voir que la vitesse d'obturation, si je rapproche ma main ou que je l'enlève, tu peux voir qu'elle change, hein. Donc en fait là-dessus, on est vraiment en 100% automatique. Tu peux voir que je suis sur une simulation de film, donc Eterna. Tu peux voir ça juste ici sur le coin. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'un point de vue infotechnique? Oui, tu peux voir par contre que j'ai quand même bloqué en fait les ISO à 640, donc je suis pas à 100% en automatique, mais ça peut te donner en tout cas une bonne explication. Et donc, je vais faire maintenant le test de présentation d'objets. On va voir comment en tout cas l'autofocus réagit. J'ai aussi voulu tester l'ajustement automatique audio interne au X-S20 et je te laisse entendre le résultat.
Alors là, je suis toujours dans le mode vlog et particulièrement pour tester en tout cas l'enregistrement audio interne avec un micro externe. Par contre, il y a blindé de mouches. Donc ici, en fait, le but du jeu, c'est de voir exactement comment est-ce qu'il arrive à gérer en fait la gestion du niveau audio quand tout est en mode automatique. Le filtre passe-bas est désactivé, le filtre passe-vent est désactivé car j'ai pas vraiment de vent en tout cas. Et pour le reste, tout est en mode automatique. Donc logiquement, si je parle un peu plus bas, j'espère que ça réajuste. Comme si je viens à reparler un peu plus haut, de nouveau, j'espère que ça réajuste. Je suis dans le mode vlog, donc ici, simulation de film Eterna, j'ai la détection des yeux qui est activée et alors j'ai le mode priorité arrière flou, donc où il vient justement ouvrir l'objectif au maximum. Et je ne vais pas rester plus longtemps parce qu'il y a blindé de mouches, c'est dingue cet endroit. Donc voilà, mais on peut voir en tout cas ce que ça donne d'un point de vue test audio. Cette vidéo elle est rendue possible grâce à Motion Array qui la sponsorise. Motion Array, c'est une plateforme tout en un pour les vidéastes professionnels et les créateurs de contenu. Tout ce dont tu as besoin pour la réalisation de tes différents projets est présent depuis Motion Array. J'utilise Motion Array pour la réalisation de cette vidéo. Tu vas y retrouver un catalogue complet de plusieurs milliers de musiques et d'effets sonores sur lequel tu as un système de filtres qui va t'aider à peaufiner ton choix suivant le type de thème, suivant le type de musique, suivant le type de rythme. Tu vas aussi retrouver une banque d'images photos et vidéos avec différents thèmes. De nouveau, un système de filtres est présent pour t'aider à peaufiner ton choix. Tu vas aussi retrouver un système de templates et de presets et qui fonctionnera suivant le logiciel de montage que tu utilises. Qu'il s'agisse de Adobe Premiere Pro, de Adobe After Effects, de DaVinci Resolve ou de Final Cut Pro, tu vas retrouver différentes animations de titres, animations de transition. Tu vas aussi retrouver du motion graphique. Tout est présent depuis Motion Array. Le tout fonctionne sur base d'un seul type d'abonnement et si tu es intéressé, n'hésite pas à utiliser mon lien qui est présent en description car celui-ci te donnera droit à une réduction de 50 $ sur l'abonnement annuel. Merci à Motion Array pour leur confiance. Pour la stabilisation capteur, elle est équivalente à 7 diaph et fait un bon boulot dans l'ensemble. Ça pourrait être encore mieux géré sur les vibrations, surtout celles provoquées quand tu marches, mais dans l'ensemble, ça fait un bon boulot. Je te laisse juger par toi-même avec ces quelques exemples où j'ai utilisé l'objectif Fujifilm 1655 qui lui est non stabilisé. Pour la partie résolution et codec, c'est un véritable moteur de Ferrari. Tu as une farandole de choix avec des possibilités en long hop comme au Lintra et sur différents débits de données. En fait, ça peut même être déstabilisant pour les novices. Il faudra un truc encore plus simple et plus intuitif. Ça peut paraître déconné, mais genre quand tu es dans le mode vlog, tu devrais quasiment avoir des presets genre 4K YouTube, Full HD TikTok, bref, développer le concept au maximum. Un peu comme font les logiciels de montage lorsque tu choisis des réglages d'export. Pour ces résolutions et codecs, c'est littéralement un baby XH2S. T'as de la 4K jusqu'en 60 images secondes avec un léger crop de x1,18, de la Full HD jusqu'en 240 images secondes et surtout un mode OpenGate en 6,2K. Ça pour moi c'est littéralement un coup de pied dans la fourmilière car si un boîtier à 1400 balles propose un mode OpenGate en 6,2K 10 bits 422, ça veut dire que les autres ils ont plus le choix et que ça doit presque devenir un standard. La limite de durée d'enregistrement c'est fini, t'en as plus. Au final, seul l'espace de stockage présent sur ta carte SD représentera la limite, ainsi que la surchauffe. À une température de 25 degrés, tu auras jusque 75 minutes d'enregistrement en continu en 4K 25 images secondes avant de voir apparaître une surchauffe. Dans les mêmes conditions et en 6,2K, tu auras jusque 36 minutes avant la moindre surchauffe et en 4K 60 images secondes, tu auras dans les 30 minutes. Tu peux doubler toutes ces durées en utilisant le ventilateur optionnel qui vient à se fixer au dos du XS20.
De mon côté, j'ai testé un enregistrement en 4K All Intra sur le débit maximum dans une pièce à 24 degrés et j'ai enregistré sur la totalité d'une carte SD de 128 Go, c'est-à-dire 45 minutes et sans aucun témoin de surchauffe. Ils ont fait aussi un truc assez intelligent par rapport à ça et de nouveau pensé pour les créateurs de contenu ayant besoin de tout filmer en 60 images secondes avec un mode Full HD LP qui est uniquement dispo en 50 et 60 images secondes et là tu peux faire sans le ventilateur jusque 32 minutes en continu à 40 degrés avant de voir apparaître une surchauffe. De nouveau, tu peux doubler ce temps en utilisant le ventilateur. Par contre, ce sera une Full HD un poil moins détaillée que la Full HD classique. Et d'ailleurs, le XS20 te l'indique dans le menu. Tu as du log avec le choix entre le F-Log première génération et seconde génération, ainsi que la possibilité d'enregistrer en RAW de façon externe. Et pour le RAW, tu peux même choisir entre le ProRes RAW et le Blackmagic RAW. En F-Log 2, Fujifilm annonce 13 diaph de dynamique, ce qui place ce XS20 au-dessus de certains boîtiers plein format actuels et qui dépassent les 2500 €. En fait, pour moi, c'est même pas logique d'avoir autant de possibilités et performances dans un boîtier pareil, et surtout pour 1400 € de taxes comprises. Et ça fait grave plaisir, car pour moi ça veut dire que les ingénieurs, ils ont dû se dire « Ouais, de la merde, hein. Nous on bride pas le boîtier, on fout tout ce qu'on sait faire dedans, ça passera au chausse-pied, et le marketing, il aura qu'à se débrouiller avec ça. » Bref, je te l'ai dit, c'est un moteur de Ferrari. J'ai testé la montée en ISO en utilisant un filtre ND ainsi que l'ouverture de l'objectif afin de voir le résultat sur une simulation de film comme Eterna ainsi que sur le F-Log 2. Je te montre le résultat. Ceci est un test à 12800 ISO. 12800 ISO. Je suis ouvert à F8 et j'ai le filtre ND qui est réglé sur 5 diaph. Ceci est un test à 12800 ISO. En F-Log 2. 12800 ISO. Eterna ISO 12800. Eterna ISO 12800. F8. 1/125e de seconde et j'ai le filtre ND au maximum sur 5 diaph. 12800 ISO. Pour la partie photo, c'est un peu une annexe à cette vidéo car je suis pas là pour tester ces performances photo dans une utilisation 100% photo, mais par contre ça reste toujours aussi plaisant et performant pour les plus grands nombres des utilisateurs et surtout par rapport aux simulations de films. Pour du créateur de contenu ou personne voulant partager sa passion, ça dépasse largement les attentes. Surtout si tu prends toujours en compte les performances de l'autofocus par rapport à la reconnaissance des sujets. Si je te dis que c'est un moteur de Ferrari dans une Twingo, c'est à cause de son ergonomie. Ça reste un boîtier hybride compact et qui est surtout identique à son prédécesseur, le XS10. C'est exactement la même ergonomie avec quelques millimètres en plus, mais sinon pour le reste c'est identique. Ce qui est grave frustrant quand tu sais ce qu'il embarque, car tu as envie de personnaliser tous les raccourcis pour avoir accès à différents outils, mais c'est limité. Et tu peux pas lui en vouloir car ça doit rester compact. Dans cette même logique, tu as juste un seul slot de carte SD et c'est du micro HDMI. Quand je te dis que les ingénieurs ils ont tout foutu au chausse-pied, je blague pas. Tu as du RAW en externe sur 2 déclinaisons, mais c'est du micro HDMI. Par contre, ils sont revenus en arrière sur un point et merci de nous avoir écoutés d'ailleurs. C'est avec la sortie audio. Tu as de nouveau une sortie audio pour brancher un casque, alors que sur le XS10, tu devais passer par le port USB-C et utiliser un adaptateur. La grille flash est aussi intelligente et fonctionne avec le module XLR de Tascam. De nouveau, c'est dingue, c'est un hybride compact et pourtant tu sais lui mettre un module XLR dessus avec 4 pistes. Il utilise les nouvelles batteries de Fujifilm et du coup, sur un si petit boîtier, l'autonomie est assez bonne. Je t'expliquais en parlant des codecs de la possibilité de fixer le module de refroidissement vendu en option et ça passe via les 2 pas de vis présents derrière l'écran. Bref, je t'ai pas menti, c'est un moteur de Ferrari dans une Twingo. Pour les menus et les outils d'assistance, c'est un peu un mix de tout avec de l'évolution, mais il y a encore du boulot. Tu retrouves la page principale qui te permet d'avoir la vue d'ensemble sur tes réglages de résolution et codec. Tu as aussi le même outil que dans le X-H2S avec la vitesse de déclenchement sans scintillement pour contrôler le flickering. Et tu as en plus une lueur d'espoir et qui j'espère va arriver dans une prochaine mise à jour pour le X-H2S avec le cadre rouge de présent à l'enregistrement. Fujifilm a même fait une variante que j'avais encore jamais vue nulle part et qui je trouve assez utile en basculant le cadre en couleur bleue dès que tu fais un enregistrement au ralenti.
C'est pas con du tout car ça m'est déjà arrivé de faire un enregistrement au ralenti sans m'en apercevoir. Alors, je te dis une lueur d'espoir car ça veut peut-être dire que Fujifilm aurait enfin compris de nous ajouter des outils d'exposition pour la vidéo. Après l'histogramme, il est toujours aussi petit. Tu retrouves aussi le focus meter combiné au focus picking pour les personnes qui veulent parfaitement maîtriser la mise au point manuelle. Et puis tu as aussi la possibilité de profiter de 4 presets à partager entre de la photo et de la vidéo. De mon côté, j'ai donc 3 préconfigurations vidéo pour une préconfiguration photo. Et puis tu as l'interface minimaliste lorsque tu es dans le mode vlog avec le retardateur de déclenchement, la détection de visage et des yeux, le mode produit prioritaire, le mode de stabilisation, l'enregistrement au ralenti ainsi que le mode de floutage de l'arrière-plan. Perso, moi je suis content de voir ce système d'intégration car je suis vraiment pour rendre la vidéo plus accessible et surtout plus facile à utiliser. Il y a énormément de monde qui ont besoin de la photo et de la vidéo pour leur métier ou pour leur passion à partager, mais dont la vidéo et la photo ne sont pas leur métier. Autant leur donner une expérience d'utilisation plus agréable et plus simple à comprendre. Autre fonctionnalité que j'ai vraiment appréciée, c'est sa fonctionnalité webcam car c'est vraiment du plug and play. Tu branches le câble USB-C à ton ordi et le XS20 va directement être reconnu comme une webcam. Et surtout, ton boîtier va s'alimenter par ce même câble USB-C. Donc tu peux vraiment être en mode webcam sur une longue durée. Tu peux avoir cette fonctionnalité webcam jusqu'en 4K 60 images secondes et surtout en utilisant les différentes simulations de films. De nouveau, c'est pensé pour du créateur de contenu ou personne voulant partager sa passion. Dernier point important et qui est surtout une énorme évolution chez Fujifilm, c'est la nouvelle application mobile pour contrôler à distance ton boîtier. C'est tout nouveau et je dois encore la tester, mais c'est surtout de l'espoir pour tous les utilisateurs Fujifilm car l'application mobile que nous utilisions jusqu'à présent était juste catastrophique. Si tu veux d'ailleurs en savoir plus sur l'application mobile, n'hésite pas à me suivre sur ma chaîne secondaire 100% vidéo Fujifilm car j'en ferai certainement une vidéo. Je te le rappelle à nouveau, mais tout ce qu'offre le XS20, tu vas l'avoir pour 1400 € taxes comprises. Le boîtier, il s'argumente comme étant pour les créateurs de contenu et c'est vraiment ce qu'il est. Ma compagne, elle est prof de couture en ligne et elle partage son savoir en photo comme en vidéo. Elle n'est pas photographe et elle n'est pas vidéaste, mais elle a pourtant besoin de la photo et de la vidéo pour son métier. Là, le boîtier, il répond parfaitement à ses besoins. Ça devient son outil de travail. Il pourrait être encore mieux avec une meilleure ergonomie de menu et clairement, il offre même de trop par rapport aux différents types de codecs, mais en attendant, il y a tout ce dont elle a besoin pour 1400 €. Pour moi, ça c'est la bonne formule pour faire la transition du smartphone au boîtier hybride. Au-delà d'un créateur de contenu, ce XS20 c'est un baby XH2S. Du coup, quelqu'un qui n'a pas le budget pour un XH2S ou même qui recherche une caméra B au XH2S, ça fait super bien le boulot. Moi, le XS20, je le valide à 100%. Si le boîtier t'intéresse, n'hésite pas à passer par mon lien Miss Numérique en description car ça aide à supporter la chaîne. Bon, par contre, ça n'empêche pas le fait que Fujifilm, ils ont quand même fait une énorme erreur. Ce XS20, c'est censé être le successeur du XS10 que j'utilise encore et surtout que ma compagne utilise mais de façon détournée. C'est-à-dire que ce XS10, il est bridé sur le temps d'enregistrement par exemple. Au bout de 30 minutes, la vidéo se coupe et l'autofocus, c'est pas le meilleur du monde non plus. Du coup, quand elle se filme avec, je lui passe mon enregistreur externe Atomos, histoire de plus avoir de limites et surtout je lui règle l'autofocus pour avoir une face caméra quasi sans faille. Bref, le XS10 c'est pas un boîtier parfait mais il répond à plein de besoins pour énormément de monde et surtout au tarif de 1000 € taxes comprises. Eh bien ce XS10 en 2024 il n'existera plus car il continue encore jusqu'en décembre et puis c'est fini. Et ça pour moi c'est une grosse erreur car il y a plein de gens qui ont juste envie de faire de la photo avec un petit hybride compact, aussi un peu de vidéo mais pas trop, mais par contre de la vidéo de qualité mais sans pour autant avoir besoin de tout ce qu'on va retrouver dans ce XS20. Et pour ces personnes-là, ça les oblige à débourser 40% en plus du prix du XS10. Et 40% c'est énorme. Donc en fait, si je résume, le XS20, il assume parfaitement ce qu'il est, c'est juste nickel. J'ai enfin trouvé le bon boîtier pour ma compagne. Mais je trouve par contre dommage que le XS10 disparaisse de la gamme. Pour moi, le coup de génie, ça aurait été de garder le XS10 et de le faire passer à genre 780 €. Et si tu veux en savoir plus sur le XS20, je te partage ma configuration vidéo sur mon autre chaîne 100% vidéo Fujifilm.